Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver après la pause du déjeuner pour vous parler quelques minutes sur ce nouveau format. C'est un espresso, ça va juste durer 20 minutes. Vous parler de liquidité. La liquidité en assurance vie, c'est un vieux sujet, mais il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Sur le marché, il y a des choses dans les tuyaux réglementaires également. Donc on va vous parler de tout ça avec Cyril Hochet. Enchanté, ouais, CNP. Et puis Charles-Henri Deloitte. Et Elisabeth de Deloitte aussi. Alors, démarrons sans tarder. La liquidité en assurance vie, c'est intrinsèquement lié au motif de rachat qu'il y a sur les passifs. Alors, les motifs de rachat derrière les passifs, ils sont multiples. Ça va être des choses très banales auxquelles on a tous été confrontés, des choses de la vie quotidienne, un achat de biens de première, un achat de biens de consommation, mais aussi des projets plus lourds, un achat de biens immobiliers, des peurs aussi sur ce qui peut se passer dans le secteur financier, des choses liées au contrat, un contrat qui n'est pas forcément performant. Alors, dans cette galaxie de motifs, on a mis vraiment en gras ceux qui sont les plus importants, les plus récurrents. Et si on essaie de les classifier, on va avoir ceux qui sont d'ordre systémique, c'est-à-dire qui vont concerner toutes les compagnies potentiellement dans leur ensemble. Alors je ne sais pas si la systémicité du risque de rachat en assurance vie est quelque chose de très consensuel, mais en tout cas, il y a des personnes, des clients sur la place qui, par peur du blocage des opérations, ça c'est les suites de la loi Sapin 2, par des craintes de remise en question de la niche fiscale que l'assurance vie constitue, ou par des peurs de manière plus générale sur les valeurs qui sont proposées dans les contrats d'assurance vie, finalement vont essayer de vouloir se sécuriser et peut-être sortir leur somme et leurs avoirs des contrats d'assurance vie. Et puis vous avez des choses qui sont plus idiosyncratiques, qui sont intéressantes d'ailleurs, parce que c'est là-dessus qu'on va vous parler de cas de faillite emblématiques, qui sont liés notamment à la compagnie et au contrat en lui-même. Évidemment, le risque de sous-performance, enfin risque ou alors sous-performance avérée du contrat, et puis aussi la réputation de la compagnie, bien sûr, et enfin le démarchage, pratique intercompagnie. Alors une fois qu'on a brossé ce tableau des typologies qui peuvent être derrière un rachat, il faut aussi se poser la question du mécanisme qui peut conduire à la mise en difficulté d'une compagnie, voire à sa faillite. Alors sur la question de savoir si le risque de rachat en assurance vie est quelque chose de systémique ou non, le régulateur s'est déjà positionné. Le Comité européen du risque systémique a établi un rapport il y a quelques années dans lequel ils ont essayé un peu de détricoter les différentes étapes qui peuvent amener une compagnie à se retrouver en faillite. Donc il y a une étape de déclencheur, puis d'amplificateur, et enfin de transmission vers le secteur financier pour constituer ou non une crise, ce qui constituerait quelque chose de systémique. Alors je vous ai encerclé en jaune en fait le mécanisme qui concerne le chemin provoqué par des rachats. Donc on va commencer à avoir au début des difficultés financières avec une baisse de la valorisation des actifs, des rachats qui se rajoutent par-dessus, des pertes réalisées, la liquidation d'actifs dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales, et après le mécanisme est enclenché. Ça, c'est ce dont le régulateur a peur pour la partie systémicité de l'assurance vie et provoquée par des rachats. Côté bancaire, c'est beaucoup plus consensuel. Pour autant, on n'a pas, d'un point de vue statistique, une différence fondamentale. Les dépôts bancaires, certes, ils sont hyper liquides, et ils rentrent, ils sortent, mais dans leur masse globale, ils sont quand même relativement stables. Vous avez l'adage qui disait qu'avant, c'était les dépôts avec lesquels on faisait les crédits, mais en fait, aujourd'hui, maintenant, tout est en monnaie scripturale. Les dépôts font les crédits, certes, mais les crédits font aussi les dépôts. Donc c'est juste à l'échelle du secteur financier, on est sur une masse qui est quand même relativement stable. Pour autant, le régulateur a toujours considéré que la liquidité était quelque chose de systémique côté bancaire, avec du coup toute la réglementation qu'on connaît bien, et du pilier 1 notamment côté bancaire. On va revenir dessus. Comme c'est un sujet qui est très suivi côté assurance, on est très outillé. Certes, pas en pilier 1, mais on s'est outillé. Alors au niveau régulation, je ne reviens pas sur Solvabilité 1 qui était très embryonnaire. Le KIS 5 qui a fait qu'on avait abandonné le module e-liquidity dans le pilier 1 capital de Solva 2. On a deux grosses nouveautés quand même réglementaires qui arrivent. Solva 2, revue 2020, on a maintenant une introduction d'un plan de gestion du risque de liquidité qu'il va falloir mener trimestriellement, avec des indicateurs obligatoires à produire, à suivre et à reporter. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut vraiment avoir dans le viseur.
L'exigence aussi des plans préventifs de rétablissement, qui était quelque chose de seulement français, va devenir maintenant européen pour l'assurance, avec également des indicateurs de liquidité dédiés à prévoir. Et puis vous avez tout l'outillage de supervision classique avec les pouvoirs individuels de blocage, notamment des rachats, et aussi au niveau market-wide avec l'intervention possible du HCSF. Donc tout ça pour juste rappeler que ce n'est pas un risque qui est pris à la légère, c'est un risque sur lequel on est très outillé, il y a beaucoup de pouvoir. Il y a des choses qui, d'ailleurs, ont pu être mises en place, notamment dans des cas de faillite à l'étranger tout récents dont on va vous parler. Donc si on vous présente maintenant un peu la réalité vraiment exacte des rachats, donc on voit ici une courbe avec le taux de rachat entre 2006 et 2024. Donc il y a une période où il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés très importants, comme par exemple la crise de 2007, la crise en Grèce. Ce qui est symbolisé avec le petit symbole Marianne, c'est toutes les élections présidentielles. On a aussi la loi Sapin 2 dont vous a parlé Charles-Henri, et évidemment le Covid-19, mais on voit qu'il n'y a pas de run-on insurance qui a été généralisé sur cette période, malgré des événements un petit peu catastrophiques. En France. Maintenant, je vais vous parler de deux faillites assez emblématiques autour du thème du rachat. Donc, la première, c'est Europavie. Elle a été créée en 1987 et son business model était axé sur des UC immobilières avec un taux garanti à 8%. Et au moment de sa faillite, elle avait 4000 assurés pour un bilan d'environ 400 millions. Donc pour vous décrire un petit peu le schéma de la faillite, donc en 93, on a eu un ralentissement du marché immobilier. Donc c'est ce que j'ai voulu symboliser par ce petit graphique ici. On voit clairement que ça baisse. Donc on a eu une chute du rendement des produits d'Europavie. En 97, les rumeurs de cette difficulté financière ont commencé à se propager et la presse notamment a joué un gros rôle là-dedans et les a relayés en fait aux assurés. Et donc il y a une hausse des rachats et avec un phénomène de boule de neige, puisque au fur et à mesure que les gens partaient, l'inquiétude se propageait chez les assurés qui étaient encore là et qui eux aussi partaient. Et c'est là que commence la crise de liquidité et la faillite. Et en 98, faute d'avoir retrouvé un repreneur de cette affaire, l'agrément d'Europavie lui est retiré et sa liquidation judiciaire commence. Et l'épargne des assurés a été fortement compromise et environ seulement la moitié ont récupéré leur mise. Après, il y a eu des choses, on va dire, positives qui sont sorties de cette crise, donc avec énormément de choses qui ont été mises en place depuis et qui protègent les assurés de 2025. Donc, par exemple, l'exigence de transparence des produits financiers, l'adaptation de la liquidité aux engagements, le renforcement de la régulation avec notamment la création du FGAP, la protection des clients via le principe de connaissance client et l'encadrement des promesses commerciales. Juste pour compléter en un mot, la raison de la liquidité sur la crise, en fait, c'est que Europavie a géré les premiers achats en fait, en se défaisant de ses meilleurs actifs et a conservé finalement, sans les liquider, tous ces titres immobiliers qui n'étaient pas très liquides et pas très performants. Et donc en fait, ça a juste un effet de report en avant. Ils se sont retrouvés à la fin acculés en ayant densifié leur portefeuille en titres illiquides et peu rentables. Et de manière beaucoup plus récente, je vais laisser... Voilà. Donc, un vrai cas concret très, très récent lié à la hausse des taux en 2022, c'est Eurovita, une entreprise italienne qui était gérée par un fonds de private equity. Et donc, suite à la hausse des taux qui a eu lieu en 2022, de 300 BP à peu près, comme vous le savez, il y a eu, on va dire, il y a eu une hausse subite des rachats liés principalement. Alors le marché italien est un peu spécifique. Les clients sont assez vite au courant du taux de rendement ou de leur rendement sur leurs fonds. Donc ils ont pu vite comparer le rendement qu'il y avait sur leur contrat vis-à-vis du marché. Parce que, par exemple, sur le marché italien, on peut acheter du BTP, ce qu'on ne peut pas faire en France, on ne peut pas acheter d'OAT. Donc, il y a eu, à partir de 2023, je crois, il me semble, des émissions qui étaient accessibles au public italien. Et donc, il y avait un arbitrage très fort entre, on va dire, de l'assurance vie ou des produits bancaires et des produits et le BTP. Voilà. Et donc, suite à cette hausse des taux, qu'est-ce qui s'est passé sur cette entreprise? Alors, cette entreprise, évidemment, elle a investi beaucoup en actifs obligataires. Donc, elle avait beaucoup de moins-value, pas forcément beaucoup d'actifs liquides.
ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'aussi, elle n'avait pas son réseau à sa main, c'est-à-dire que elle distribuait les produits, elle proposait des produits, mais elle ne pouvait pas demander d'arrêter l'attrition. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Aussi, ils ont beaucoup collecté en période de taux bas. Et donc, de collecter en période de taux bas et les taux remontent d'un seul coup, tout ce que je viens de dire, hein, l'actif obligataire ou les actifs sont en moins-value. Et donc, on n'a pas forcément de levier pour avoir de la liquidité rapidement, sauf à faire des moins-values. Mais en Italie, il n'y a pas de réserve de capi. Hein. C'est aussi ça qui est assez important. Donc là, vous avez l'historique des taux de rachat. Donc vous voyez qu'ils avaient des taux de rachat assez normalisés. Et puis d'un seul coup, on est passé à 12-15%. Et après, le régulateur a complètement arrêté le marché. Voilà. Et donc, si on parle du plan de remédiation, donc là, vous avez le chronogramme de ce qui s'est passé entre janvier 2023 et mars 2023. Il y a eu un mouvement de panique sur cette entreprise, hein, et donc le régulateur est vite arrivé a vite arrêté l'hémorragie, on va dire, avant que ça fasse faillite. Et on va dire juin 2023, il y a 5 assureurs qui ont repris en conglomérat cette entreprise pour pouvoir évidemment reprendre les passifs des assurés. Voilà principalement. Ça, c'est un cas concret qui s'est produit et qui aurait pu se produire pour le marché français, par exemple, des portefeuilles passifs très réactifs. Mais il y a des mesures d'atténuation en France. Oui, mais effectivement, pour compléter, on voit, ce qu'on a vu qu'avait fait Eurovita, c'est qu'ils ont fortement collecté dans une année où en plus ils ont dilué leurs fonds propres parce qu'ils ont fait une acquisition externe. Le tout avec comme actionnaire un fonds d'investissement anglais qui, lorsque la compagnie a été mise en difficulté parce qu'elle avait quand même une solvabilité de base avant les difficultés officielles à 150%, là où le marché italien était plutôt à 250%, donc il devait déjà être un peu fortement surveillé. Et ils ont dilué le capital en rachetant une petite compagnie externe. Ils ont beaucoup collecté. Le régulateur, l'IVAS a gelé les rachats pendant 3 mois. Déjà, cette mesure de base, elle tue une compagnie parce que c'est presque une intervention presque procyclique du superviseur, au sens où quand après il y a retour à meilleure fortune, tout le monde vient pour récupérer son argent. Donc à la fin, c'est la curée et de toute manière, le retour à meilleure fortune est quasi impossible. Ce qui est très intéressant, c'est de constater aussi que si on avait été sous solvabilité 1 et qu'on avait refait les comptes et vérifié que l'exigence minimale de marge, donc 4% des provisions mathématiques en euros plus 1% des PM en UC, est-ce qu'on veut juste vérifier si on avait bien la capitalisation en face? En fait, ça fait des années qu'il n'y avait plus l'argent qu'il aurait fallu. Donc je pense que comme indicateur avant cette crise, parfois revenir au bon basique, ça permet d'anticiper certaines difficultés. Donc maintenant, on va vous parler un peu de ce qu'on met en place dans une entreprise d'assurance vie, par exemple CNP, entre autres. En plus de tous les indicateurs qu'il peut y avoir de suivi, cash flow matching, échéancier, gap de trésor, suivi de la duration. Donc ça, on va dire que c'est le cash flow matching, c'est du court moyen terme, mais on n'a qu'une vision. Alors nous, on le fait en mode annuel, mais il faut, je pense, arriver à des à comment le segmenter par horizon, avoir un suivi beaucoup plus fin de la liquidité et du risque des passifs. Voilà. Il y a d'autres outils qui nous permettent de pouvoir suivre le problème de liquidité, c'est les stress tests. Donc ça, c'est plus imposé, mais ça permet aussi d'avoir des bases et de comprendre, par exemple, de pouvoir avoir des calibrations de haircut sur les actifs, par exemple. Prendre le stress test EIOPA. Voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que les indicateurs permettent d'avoir des seuils qui sont réalistes et qui sont calibrés par rapport à un historique aussi de la compagnie, parce que si on met des seuils, pour mettre des seuils, à un moment, ça ne sert à rien, donc il faut essayer de bien les calibrer. Alors, on a essayé de mettre une liste des risques qu'il peut y avoir systémiques en France. Alors, le plus gros, on va dire le plus gros risque que nous on a décelé, c'était sur le haut de gamme, qui sont des clients très réactifs.
Et donc, il a fallu les protéger. Il a fallu de se protéger des rachats. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des offres bonus, mais on l'a fait un peu sur tous les portefeuilles, mais plus particulièrement sur le haut de gamme, ce qui a permis évidemment de limiter les rachats et donc d'avoir un stress sur notre liquidité sur ces passifs-là. Et voilà. Je ne sais pas si... Ouais, merci de faire la liaison, Cyril, avec les stress tests, parce que je pense que les stress tests sont un peu un laboratoire de ce que le régulateur anticipe comme future réglementation pour lui permettre de tester un certain nombre de choses. Il ne vous aura pas échappé que dans les derniers exercices de stress test que l'EIOPA a lancé, il y a dorénavant un volet de liquidité. C'est-à-dire qu'en plus du volet capital, il demande un reporting complémentaire pour voir quels sont les volumes de sortie qui sont imposés aux organismes dans les conditions de stress, et puis quels choix ils font, quel type d'actifs ils vont vendre en priorité. Donc il y a eu ce choc technique de 20% de rachat imposé d'office lors du dernier stress de marché EIOPA conduit en 2024, qui était conjugué du coup, comme à chaque stress EIOPA, avec un gros choc de marché. Donc on s'est retrouvé à avoir une baisse de valorisation de à peu près 400 milliards d'euros pour les titres en portefeuille, avec 400 milliards de sorties au même moment. Ce qui n'est pas particulièrement intéressant, enfin, les résultats du test en soi ne sont pas particulièrement intéressants au sens où c'est des choses assez convenues. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Au sens où c'est des choses qui sont assez convenues finalement, et attendues, qui ont été constatées. On voit que les assureurs ont tendance à vendre leurs actions cotées essentiellement, puisque ça permet d'alléger la charge en SCR au passage. Ils vendent aussi pas mal de souverains, mais c'est pas parce qu'ils veulent plus de souverains, c'est surtout parce qu'ils en ont beaucoup et qu'il faut bien céder des titres. Là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on peut faire le lien avec la supervision, du moins avec la future supervision. Et ce qu'on voit, c'est qu'EIOPA, dans le rapport dans les données qu'ils ont collectées, mais aussi dans le rapport sur le stress test, on voit qu'ils commencent à essayer de tirer des indicateurs et à essayer de standardiser une approche de liquidité. Donc, premier indicateur alors ils n'ont pas parlé dans le rapport, mais c'est une donnée qu'ils ont collectée, c'est de comparer les best estimates aux valeurs de rachat. Ça, c'est assez étrange, puisque ça revient à dire voilà, on fait plus confiance au best estimate, on regarde plus Solva 2, on oublie la probabilisation et la probabilité de sortie, puisqu'on commence à dire mais tiens, en fait il y a peut-être une partie du BE qui est peut-être sous-calibrée, parce que si on sort tout de suite, la valeur de rachat est supérieure, enfin largement supérieure. Donc c'est une sorte quelque part de remise en question, ça s'apparente en tout cas à une sorte de remise en question de la probabilisation qui est inhérente au calcul du best estimate. Donc déjà sur cet indicateur, méfiance, on ne sait pas encore trop ce qu'ils vont en faire. Le rapport sur le stress test n'en parle pas trop. Et puis après ils ont essayé de standardiser, de sortir des indicateurs classiques, liquidité disponible, moins les sorties divisées par le total par exemple des actifs. Et finalement c'est un peu la conclusion sur laquelle on voudrait vous amener, parce que le temps est quand même très court. C'est dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une sorte de pilier 1 liquidité? Alors ça s'apparenterait certainement pas à une sorte de réincorporation d'un module liquidité dans le SCR. Ça avait déjà été tenté dans le cadre du KISS 5. Ça n'avait pas marché, c'était le SCR Liquidity, ça pesait 1% du SCR. On additionne des choses qui ne sont pas faites pour s'additionner. Ça pesait pas grand-chose, c'était pas très démonstratif. C'est plus des exigences supplémentaires qui viendraient se paralléliser au pilier 1. Aujourd'hui, la liquidité, elle est traitée un peu dans les PPR, un peu dans les rapports Orsa, mais c'est disparate et ce n'est pas une exigence très formelle ni très forte. Il y a, côté bancaire, si on fait le parallélisme, il y a deux indicateurs qui sont suivis à court terme. Il y a le LCR et puis le Net Stability Funding Ratio pour les sorties sur une période de 1 an et la stabilité des ressources au bilan. Maintenant, on va avoir côté assurantiel un ratio de liquidité à suivre avec des rapports trimestriels. Il n'y a pas de niveau minimum pour l'instant. Le calibrage, il est à la main de chaque compagnie, mais on est en train de préparer quelque part entre ces rapports, ces exercices de stress test, tous les ingrédients pour calibrer, faire de l'apprentissage et éventuellement un jour dessiner des indicateurs standardisés avec des limites collectives. Voilà. Je ne sais pas si dans 5 à 10 ans on en reparlera sous ce format, mais je ne serais pas surpris. On est arrivé au bout de notre chrono. J'espère qu'on n'a pas été trop rapide. Mais si vous avez des questions, volontiers.
Du coup, ta question, c'est sur Eurovita, c'est ça, Pierre? Ben, alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la société, elle n'a pas été recapitalisée par le fonds. Hein. Ouais, Ça, les c'est 100 important. millions, les 100 millions, en fait, le fonds avait commencé à dealer de les rajouter avec l'IVAS et finalement, ils ne nous ont pas rajouté. Et comme il n'y a pas de réserve de capi forcément en Italie, les actifs obligataires étaient en forte moins-value parce qu'ils étaient, alors d'après ce qu'on a vu dans les rapports, hein, ils étaient à 8-10 de duration. Je ne connais pas leur cash, ils ne montraient pas leur cash flow matching, sinon on l'aurait montré, mais a priori ils étaient un peu short, je pense aussi, sur la première année. Donc ça permet pas de. Bah voilà, on est obligé de faire des ventes, on est obligé de trouver de la liquidité très 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 rapidement. Bah, ils n'ont pas pu, non, ils ont pas, s'ils ont fait appel à l'IVAS, c'est qu'ils ont eu besoin de vraiment tout de suite de la liquidité. Non, ils ont pas, en sachant qu'en Italie, le taux de rendement, il est tout de suite impacté par ces ventes. Hein. Donc, vu qu'ils avaient sûrement que des titres en moins-value, ils n'ont pas eu le choix. Par exemple, l'immobilier, bon, ils peuvent pas le vendre, mais les actions, ils devaient pas en avoir aussi beaucoup, et donc ils n'ont pas pu tirer les plus-values là-dessus, comme nous, on pourrait le faire en France pour les actifs liquides. Ouais, mais en effet, l'IVAS, le Eurovita, c'était quasiment que de l'obligataire. Les derniers rapports publics où on voit leurs chiffres et qu'ils ont sorti, c'est mi-2022. Après, il n'y a plus rien. Silence radio. Ils étaient en légère moins-value à l'époque. Donc c'était avant la grosse remontée des taux. Ils étaient à moins 200 millions de moins-value. Mais du coup, ils ont dû atteindre le milliard, en fait, si tu fais une règle de 3 et une sensi. Donc, effectivement, l'IVAS a sonné la fin de la récré pour stopper la cession des titres. Ouais. Ça, c'est autre chose. Mais oui, si l'UC est pas, oui, et si l'UC est porté par le fonds en euros, oui, bien sûr. Alors nous, on applique on les retraite dans nos ratios de liquidité, par exemple. On prend en compte dans nos ratios de liquidité. Donc, faut qu'on puisse être capable de payer ces engagements-là. Mais effectivement, sur les SCPI, je pense que le marché s'est quand même fortement consolidé. Toutes les SCPI n'ont pas baissé à la même vitesse. Je pense qu'il y a encore un peu de consolidation qui est à attendre. Mais oui, en termes de liquidité, aujourd'hui, les volumes ne sont pas fous. Et du coup, les assureurs qui ont des parts en attente, en fait, ils payent quand même les valeurs aux clients et le fonds euro fait du portage en attente. Et ça ne prend pas des proportions inquiétantes pour l'instant. Mais... Il y a d'autres contraintes avant. Hein. Par exemple, il y a eu la loi industrie verte. Hein. Pareil, dans le même. Pour l'instant, les encours sont assez faibles. C'est pareil, coût de portage. Portage sur le fonds en euros. Si évidemment, les fonds n'apportent pas la liquidité nécessaire. Pour le moment, on a trouvé que ce seul levier-là. C'est un autre sujet, ça. Le coût de portage, c'est lié à la liquidité, mais c'est un autre sujet. Pour que l'assureur s'y retrouve, et il faut qu'on définisse une prime de risque entre guillemets pour pouvoir faire ce coût de portage. Pour l'instant, c'est très faible, hein, ces encours-là. C'est très faible. Il y a ça où ce sera l'actif, où ce sera les fonds propres ça dépend où on place, où on redistribue le coût de portage après. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir.